Merci François, je reconnais toujours ton enthousiasme. Et la première fois que tu m'en avais parlé, c'était à Rennes. Tu m'avais fait l'aboutissement du serment de Rennes. C'est l'aboutissement du serment de Rennes, tu as tout à fait raison. Et donc j'appelle notre collègue le docteur Philippe Baudet sur le Conbin en pratique courante, traumatologie et chirurgie réglée. Je voudrais poser juste une petite question. Le coût de cet appareil, c'est un appareil cher? Alors, c'est un appareil qui vous fait, à vous, aux patients, à la société, tout de suite gagner de l'argent. Donc, pour moi, la question du coût... Non, mais le coût pour une structure, pour une clinique, pour un établissement, le coût d'achat? Alors, le coût d'achat pour un appareil qui concerne les extrémités, c'est un peu plus qu'une table de radio. C'est 150 000 à 250 000 euros en ce qui concerne l'appareil pour la main et l'appareil pour le pied, respectivement. L'appareil qui est capable de scanner toutes les extrémités et tout le membre inférieur jusqu'aux hanches en charge coûte 400 000 euros, et probablement celui qui, d'ici 1 an et demi, devrait scanner tout, y compris le rachis, coûtera, je pense, aux alentours de 600 000 euros. Et pourquoi il y en a si peu dans votre répartition géographique? C'est pour des raisons qui sont essentiellement psychologiques qu'on va vous expliquer, mais c'est cette courbe de transition technologique qui fait qu'en fait, on le fait quand son voisin en a un, et quand c'est un illuminé qui fait de la science loin, on n'a pas, on sent que c'est intéressant, mais on va pas le faire. On va le faire quand c'est son voisin qui a fait. Donc c'est pour ça que c'est une courbe sigmoïde, comme je vous ai montré. Merci François. Le docteur Rosenbaum est chirurgien ophtalmo, hein, donc il était loin des problèmes de charge. Néanmoins perspicace. Docteur Baudet. Merci de m'avoir été à parler, François, messieurs, mesdames, chers maîtres. Merci de votre invitation. Alors, vous savez, Gaston Bachelard avait compris qu'une science a l'âge de ses instruments de mesure. Et la première fois que j'ai vu le Conbim dédié au pied, c'était en 2015 à l'EFAS à Barcelone. Et j'ai vu un nouvel instrument de mesure. Et il m'avait semblé logique que si je m'habituais à regarder le monde avec ce nouvel instrument, je le verrais différemment, que mon œil allait évoluer, que ma compréhension de la pathologie allait évoluer. Alors, j'ai eu la chance de bien connaître François, qui, lui, est parti très tôt dans l'aventure. Et c'est vrai que quand quelqu'un l'a fait, ça paraît moins impossible. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé convaincre mes radiologues de s'équiper, de plusieurs années de discussion qui ont abouti en 2019 à l'achat d'Aconbim. Alors, pour les convaincre, j'ai dû utiliser pas mal d'arguments. Et le principal était quand même de leur dire que j'allais faire des examens. Alors, j'ai fait tapis, je leur ai dit, bah, écoutez, aujourd'hui, peut-être je vous fais faire 2000 radios par an, bah, je vais vous faire 2000 Conbim. Voilà. C'est comme ça que je suis sorti de cette ornière dont on peut parler François, où on va dire le Conbim, c'est pour certaines indications. Non, vraiment, c'est utilisable tout le temps. Je n'avais pas de frein parce que ça n'irradie pas plus, parce que mes radiologues ont essayé de le faire au tarif de la radio standard, donc il n'y avait pas de surcoût pour la CPAM, il n'y avait pas de cotation contestable. Et c'est ainsi qu'on a commencé. Alors, je vous parler de pratique courante, c'est-à-dire de l'apport du Conbim au quotidien, dans mon cabinet et pour chaque patient. Je vais essayer d'être très concret. Alors, être concret, je vous montre mon bureau. Donc, il me faut 2 écrans. J'ai un écran pour mon dossier médical et j'ai un écran qui est visible par le patient et que je tourne souvent vers lui pour lui expliquer. C'est ma console Conbim. Parce que ce qui est fini, c'est de se faire imposer une incidence par un manip le manip du lundi n'est pas celui du mercredi. On n'a pas les mêmes incidences exactement. Et maintenant, je peux choisir mes incidences et avoir toujours la bonne incidence pour répondre à la question que je me pose, à la question que me pose mon patient. Alors, parlons de traumatologie. Le but souvent d'une consultation sans rendez-vous pour la traumatologie, et l'écueil principal, c'est de passer à côté d'un diagnostic. On a des lésions subtiles qu'il faut voir. Alors, le circuit habituel, c'est ça. Vous avez une suspicion clinique. Les gens demandent une imagerie de première intention. Donc, la plupart des centres, c'est une radiographie standard. Si la lésion est visible, c'est très bien. On va faire le diagnostic et le traitement. Si la vision n'est pas visible, là, il y a 2 solutions. Soit l'urgentiste est perspicace, il va dire « Ah, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose », il va demander une imagerie de deuxième intention. Mais le risque, c'est qu'il ne voit pas, qu'il dise « Cette imagerie est normale » et on va tomber dans l'erreur diagnostique, on n'aura pas vu le diagnostic subtil.
Une imagerie de première intention, c'est du dépistage. Donc, un examen de dépistage, c'est l'examen le plus sensible. Donc, là-dessus, pour éviter cette pente dangereuse qui risque de nous emmener à l'erreur diagnostique. La 3D a plus de chances de nous emmener vers la lésion visible que la 2D, qui parfois nous emmène plus souvent vers une lésion invisible. Donc, le cone-beam, oui, c'est un examen de première intention. Alors, parfois, en traumatologie, on ne peut pas mettre les patients en charge. Ce n'est pas du tout un problème. On fait l'examen en décharge et on a quand même des images morphologiques très intéressantes. Et puis, on a toutes les incidences en une seule installation. Donc, c'est aussi très pratique, un gain de temps, moins de manipulation, même pour un patient blessé. On ne lui demande pas de s'installer différemment pour faire différents clichés radiographiques. Il y a l'étude d'Anne Cotten dont a parlé François, qui était faite à Lille, qui a montré qu'en mettant le cone-beam à disposition aux urgences, effectivement, on augmentait le turnover, les patients passaient moins de temps dans le service de radiologie et l'irradiation globale de la population qui était passée aux urgences a baissé de 34% entre les deux séquences de l'étude. Alors, la traumatologie, avant tout, c'est l'entorse de cheville. Il y en a 1 million par an en France. 70% de la population est conservée une fois dans sa vie. Et actuellement, la radiographie est quasi systématique. Alors certes, on a des critères pour sélectionner les patients à qui on va peut-être ne pas faire de radio, mais on a quand même une obligation de moyens, on a peur de passer à côté de quelque chose ou de se faire reprocher de ne pas avoir mis les moyens. Donc finalement, 1 million d'entorses, je ne sais pas combien de radios, mais on n'a pas être loin du million non plus. Alors, on a un examen qui est plus sensible, alors qui est intéressant, parce qu'on va rechercher à la radio ou au cone-beam, si on l'a, un arrachement osseux pour un critère d'entorse grave, ou tous les diagnostics différentiels de l'entorse. Un cas ici, mais comme il y en a plein, on en retrouve tous les jours, la radiographie peut paraître normale en haut à gauche, et puis moi, sur ma console, je n'ai pas la radiographie, j'ai juste ces éléments, et quand je fais défiler mes coupes, je ne peux pas rater cette fracture du talus. Et je peux même, en 2 clics, enlever le calcanéum et avoir une très belle vision de cette fracture du talus, et qui permet au patient de comprendre ce qu'il a. Fracture malléolaire. Alors, la semaine dernière, on avait eu aux urgences on va dire un nouveau qui ne savait pas qu'on avait le cone-beam. Donc, il m'appelle. Oui, on a une fracture de malléole, bon, pas très déplacée, mais quand même la syndesmose. Je me demande si elle n'est pas un peu élargie. Est-ce qu'il ne faut pas que tu le vois? Mais bon, ce n'est pas déplacé. Je ne sais pas si tu vas l'opérer. Mais quand même, c'est une messe de gauche. Il y a peut-être un fragment articulaire, donc peut-être qu'il faut l'opérer quand même. Bref, les questions étaient en suspens. Alors, je lui ai dit, mais tu aurais dû lui faire d'emblée un cone-beam. Donc, ce qu'il a fait. Et là, on a la réponse à nos questions. La syndesmose, elle est impeccable. La fracture n'est pas déplacée. Le déplacement articulaire, il est de moins d'1 millimètre. Donc, on peut considérer un traitement non chirurgical pour ce patient. Et on peut montrer aussi au patient à quoi correspond sa fracture. La syndesmose, c'est une lésion aussi sous-diagnostiquée assez fréquemment dans les entorses. Et c'est une lésion qu'il faut diagnostiquer rapidement parce que traiter une syndesmose au stade aigu, c'est relativement facile. Au stade chronique, on a beaucoup de techniques parce qu'en fait, on n'en a pas une qui soit très, très satisfaisante. Donc, il ne faut pas la méconnaître en aigu. Alors, les voies de recherche actuelles, c'est de regarder, oui, on a vu que regarder la surface de la syndesmose, c'était encore plus sensible que mesurer les distances. Et il y a même des outils maintenant automatiques pour calculer le volume de la syndesmose. Ça, je n'ai pas encore accès au quotidien. Mais je sais quand même qu'avec mon examen, je suis plus sensible qu'avec une radio où l'examen de la syndesmose est difficile parce que c'est arrondi et tout dépend de l'incidence. Un patient personnel, donc vous voyez sur le cliché qui est comparatif, j'ai cet élargissement de la syndesmose. Donc, je décide de l'opérer. Et en post-opératoire, dans mon cabinet, j'ai en toute simplicité ces images à montrer aux patients. Et ces images répondent à mes questions puisque le tunnel de mon endobouton est visible et la syndesmose est bien refermée. Voilà l'image là-dessus. Sur le Lisfranc, pareil, lésions non diagnostiquées jusqu'à 20% des cas sur certaines études. Vous connaissez tous ces radios qui sont parfois des pièges, je n'ai pas à vous montrer, mais dès qu'on fait tourner le pied, on ne peut plus rater la lésion du Lisfranc. Donc, on l'opère, et puis on l'opère, on le suit. Donc là, on peut vérifier la bonne congruence. On le suit, là, le patient ne va pas si bien que ça. Effectivement, j'ai enlevé le matériel, mais il a une arthrose post-traumatique que je vois très facilement en pratique courante sans demander d'examen supplémentaire, sans irradiation nico supplémentaire. Pour les fractures de l'avant-pied, la même chose, on a tous les éléments que l'on souhaite. Donc, en conclusion, pour la traumatologie,
On fait du dépistage, donc il faut privilégier l'examen le plus sensible en première intention. Quand on a un bilan préthérapeutique, avant de passer au bloc, eh bien, c'est bien d'avoir de la 3D, de l'imagerie en coupe. Et tous ces gains, François en a parlé, eh bien, se traduisent en termes de coûts parce qu'on a moins de délais de transport, de coûts, moins d'irradiation, des fois un arrêt de travail qui va être moins long parce qu'on n'a pas attendu l'examen. Le scanner, bien sûr, garde sa place. Dans certaines lésions, peut-être qu'il est encore actuellement plus efficace, mais pour le suivi aussi de la traumatologie, la 3D est intéressante. Alors, parlons maintenant de chirurgie réglée. La chirurgie réglée pour un chirurgien du pied, le quotidien, c'est avant tout la luxe valgus, plusieurs centaines par an, des ligamentoplasties de cheville, quelques dizaines par an, et puis des réaxations de l'arrière-pied, arthrodèse, osteotomie, aussi quelques dizaines par an. Donc ça, c'est mon quotidien. Alors, la luxe valgus, je vais vérifier à la CCM. En France, c'est vraiment l'ostotomie du premier métatarsien qui est pratiquée. Il y a très peu d'arthrodèses tarso-métatarsiennes en France dans cette indication. Bon, quelques arthrodèses, mais qui sont aussi réalisées pour de l'arthrose. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une ostotomie du premier métatarsien? Eh bien, c'est pour remettre le métatarsien dans l'axe, pour le remettre sur les sésamoïdes. Et les critères validés dans la littérature déjà ancienne, eh bien, c'est en post-opératoire la place du sésamoïde médial sur l'incidence dorsoplantaire, avec la classification Claffer-Merdy. Et on sait que si le sésamoïde est bien recentré, on a moins de récidives, on a des meilleurs résultats fonctionnels et un meilleur taux de satisfaction des patients. Alors voilà un patient que j'ai opéré. Et si je regarde ma coupe coronale sur le cone beam, je suis content, j'ai parfaitement recentré ma crête sur les sésamoïdes. Sauf que quand je regarde la dorsoplantaire, eh bien, je suis en CLAFAM 3, il n'est pas parfaitement recentré. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cliché dorsoplantaire, c'est une projection. Et à partir du moment où il y a une pronation dans le premier métatarsien, eh bien, le centre de la tête n'est pas au-dessus de la crête des sésamoïdes. Et donc, si on a recentré la crête des sésamoïdes sur les sésamoïdes, le centre de la tête reste décalé. Donc, probablement qu'il faut corriger la pronation. Alors, ça a été étudié avec plusieurs articles qui sont sortis l'an dernier. Est-ce que la non-correction de la pronation est un problème? Oui, a répondu l'équipe de Nagefi sur des SCARF. Il y avait de moins bons résultats chez les patients, rétrospectivement, dont la pronation n'était pas corrigée. Et est-ce que la correction de la pronation est utile? Et aussi, c'est une très belle étude qui a été faite avec des scores cliniques assez précis par l'équipe de Matt Conti aux États-Unis et qui a montré effectivement de meilleurs scores cliniques et moins de récidives si la pronation était corrigée. Donc, je corrige ma pronation. Ici, peut-être que j'ai un petit peu moins bien recentré ma crête des sésamoïdes que dans le premier cas, mais j'ai corrigé la pronation. Et quand on regarde le recentrage sur le dorsoplantaire, il est impeccable. Donc, c'est intéressant. Et vous voyez que je n'ai pas eu besoin de toucher la première phalange. J'ai été finalement moins invasif, puisque toute la correction a été faite dans le premier métatarsien. Je n'avais pas besoin de la compléter. Alors, comment corriger la pronation? En France, on a la chance d'avoir Michel Maestro, qui est quand même un visionnaire pour le pied. Et dès 2003, donc il y a 20 ans, il nous a présenté une ostotomie pour corriger la pronation dans le premier métatarsien. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas l'outil, je ne savais pas trop quoi en faire. Donc, simplement, c'est une ostotomie de fermeture médiale très classique en orthopédie. Alors, si je veux corriger ma pronation, il faut que je la mesure. Alors, j'ai les clichés dorsoplantaires, si je n'ai pas le cone beam. Alors, on peut regarder la forme de la tête de la premier métatarsien et de son arrondissement. Ça a été évalué, c'est la méthode de Yamaguchi. Et en fait, cette méthode n'est pas reproductible. Ça ne fonctionne pas avec un dorsoplantaire. Alors, il y a des clichés de Gunz pour voir la pronation du premier métatarsien. Effectivement, on voit bien la pronation du métatarsien. Regardez là pour le pied droit, donc, qui est sur la gauche, on est de face. Sur le pied droit, la pronation est neutre. Et pour le pied gauche, c'est une supination. Bon, très bien, j'ai mon information. Et je la contrôle comme avec un cone beam chez le même patient le même jour. Et là, en fait, je m'aperçois que les métatarsiens, en fait, le métatarsien est en pronation assez sévère à droite et assez marqué à gauche. Donc, mon Gunz, non seulement m'a donné une fausse information. Et pourquoi? Parce que pour dégager ces amoïdes, on met les patients sur la pointe des pieds, ce qui rend en fait les clichés ininterprétables. Alors, comment programmer la correction avec le cone beam? Eh bien, c'est relativement simple. On va calculer la pronation
des gouttières sésamoïdiennes à la face plantaire du premier métatarsien. C'est un angle décrit par Sassman. Hein. Voilà, c'est l'inclinaison par rapport au sol. Ensuite, je dessine les coupes sur la face médiale de mon premier métatarsien en reportant l'angle ici de 14,8 degrés. Et puis, je mesure l'épaisseur du coin que je dois enlever. Ici, il fait 2,5 mm. Je mesure aussi de combien je vais devoir décaler ma tête de métatarsien pour remettre le centre à l'aplomb du centre des sésamoïdes, ce que j'appelle l'offset métatarso-sésamoïdien, ici un peu moins de 6 mm. Donc ça m'a pris au bloc le temps que l'instrumentiste commence à sortir son matériel. En moins de 2 minutes, j'ai fait cette programmation. Donc après, je fais les coupes. Je commence ma coupe horizontale, puis ma deuxième coupe convergente, puis la translation. Voici ce que j'ai programmé. Et puis, vous allez voir apparaître le cliché post-opératoire. Voilà, je pense qu'on est assez reproductible. On obtient ce qu'on a programmé. On peut refaire les mesures. Effectivement, les angles que j'ai reportés se sont bien reportés. Voilà, vous avez le pré et le post-op. Et dans ce cas non plus, il y a peu besoin de faire une ostotomie d'Aquilon. Bon, ce n'était pas un hallux très sévère, mais intéressant. Alors, pour conclure sur l'hallux valgus, en théorie, on a établi qu'il est clair, en France, le traitement repose sur l'ostotomie prétatarsien. Ce qui est maintenant établi, c'est que la correction de la pronation améliore les résultats fonctionnels et diminue le taux de récidive, et que pour moi, seul le cone-beam permet de mesurer la pronation. Alors en pratique, la conclusion que j'en tire, et je crois pouvoir le faire aujourd'hui, c'est que réaliser un cone-beam, ça devrait être systématique avant toute chirurgie de l'hallux valgus, et donc c'est utile pour le suivi ensuite. Donc à partir du moment où on veut opérer les hallux valgus dans l'état de l'art et avec les dernières connaissances scientifiques, eh bien, il faut s'équiper d'un cone-beam en charge. L'évaluation des arrière-pieds est très intéressante ici. Alors là, ça, c'est un patient, c'était un légionnaire qui avait des contentieux pied plat à gauche. Alors, avec les images en modifiant le contraste, on a tous les éléments cliniques qui nous intéressent. Vous avez à gauche le too many toes signe, l'empreinte podoscopique et le valgus de l'arrière-pied. Votre dossier est complet. Et puis après, on peut l'évaluer précisément. Alors là, j'ai utilisé l'outil décrit par François, le foot and knuckle offset, et qui me permet de voir effectivement que le centre de la cheville ne se projette pas au centre du polygone de sustentation du pied. Et je peux même mesurer que pour corriger cela, il faudrait que je décale mon calcanéum de 28 mm. Donc c'est quand même intéressant, je n'ai pas un angle à corriger, mais j'ai une distance que je peux mesurer et aller vers cet objectif en post-opératoire. Voici le contrôle post-opératoire. Donc toujours sur ma console, je peux montrer la plaque et la varisation que j'ai effectuée à mon patient. Et puis, j'ai le contrôle de l'empreinte podoscopique qui est quand même nettement améliorée et de mon matériel. Et je peux remesurer qu'ici, je l'ai peut-être légèrement surcorrigé. Il est en très léger varus. Dans la stabilité de cheville, c'est pareil. Là, on va vouloir dépister un varus de l'arrière-pied. Ici, on a un patient qui a un varus de l'arrière-pied. Le calcanéum est 11 mm trop en dedans. Donc, si on veut traiter son instabilité de cheville, il va falloir s'occuper de son calcanéum et on va pouvoir le faire grâce à cet outil, le faire précisément. Là, c'est un autre cas à qui j'ai réalisé sous arthroscopie une liantoplastie avec un transplant. Donc, on a fait des tunnels dans le talus, dans la malléole et dans le calcanéum. Les clichés post-opératoires, ils sont faits pour vérifier qu'on a bien positionné les tunnels et qu'on n'a pas de fracture iatrogène, ce qui est quand même un vrai risque dans ces chirurgies sous arthroscopie. Et là aussi, le cone-beam répond beaucoup mieux à ma question qu'une radio. Je vois mes tunnels, je vois même mes vis dans les tunnels, à quelle profondeur je les ai enfoncés. Je vois qu'elles ne dépassent pas, je vois que mes tunnels sont correctement placés, même s'il y aurait peut-être à dire sur le tunnel calcanéen dans ce cas-là. En tout cas, je peux l'évaluer précisément. Alors qu'au quotidien, finalement, j'ai rencontré aucune situation dans laquelle le cone-beam était inférieur à la radiographie traditionnelle, mais je vous en livrerai une. Le patient vraiment âgé qui bouge beaucoup, qui tremble beaucoup, qui ne peut pas s'immobiliser pendant 40 secondes dans la machine, effectivement, peut-être qu'on va devoir lui faire une radio parce qu'on aura un bougé dans le cone-beam. Mais c'est la seule exception. Et par contre, au quotidien, il y a de très nombreuses situations. Le cone-beam apporte des précisions décisives pour le diagnostic et le traitement. Et ce ne sont pas des histoires de chasse, c'est le quotidien, c'est l'hallux valgus, c'est ce qu'on fait le plus dans nos centres. Alors, là, j'ai spoilé la fin, mais est-ce qu'il faut rester avec l'image de gauche
hein, qui est cette espèce d'ombre chinoise. Alors, on a éduqué notre œil pendant nos années de formation, pendant des dizaines d'années pour apprendre à s'y retrouver en ombre chinoise. Il faut admettre qu'on n'est pas mauvais. Et puis, quand on voit ça, ça nous rassure, on sait le faire. Très souvent, à un coup d'œil d'une demi-seconde, on a déjà vu la réponse à votre question. Du moins, on pense l'avoir. Où est-ce qu'on fait l'effort d'éduquer notre œil à une nouvelle technologie avec eh ben oui, une vision plus conforme à la réalité? Eh bien, en fait, la réponse, on l'a depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est Platon qui nous la donne, en fait. C'est le mythe de la caverne qui est exactement ça. Dans un cas, on a des ombres projetées, effectivement, et tant qu'on a vu que ces ombres projetées, on est persuadé que c'est la réalité. Mais si on fait l'effort de se libérer, de sortir de la caverne, d'accéder au monde extérieur, on va pouvoir avancer dans la connaissance et en avoir une vision plus fidèle. Je crois que Platon a tout compris et qu'on doit continuer à progresser et qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de se priver de cet outil. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très, très convaincant. Alors, convaincant, c'est le mot. Vous êtes convaincu et on sent que vous cherchez à convaincre en même temps. Et moi, j'ai une question tout à fait bateau, c'est de vous dire, bon, quels outils utilisez-vous actuellement pour convaincre peut-être même votre propre communauté scientifique et éventuellement nos collègues radiologues d'utiliser cet outil? Je veux dire par là, vous avez montré tout à l'heure 7 ou 8 centres qui utilisent déjà. Est-ce que vous regroupez vos datas? Est-ce qu'il y a une forme d'étude comparative, qu'elle soit rétrospective ou mieux prospective, qui vous permettrait, en fonction des résultats chirurgicaux que vous donnez, d'avoir des arguments concrets, très convaincants, qui permettraient d'avancer sur l'utilisation de cet outil? Et j'aurais une autre question. Oui. Les études, elles sont en train de sortir. C'est les études que je vous ai montrées sur la correction de la pronation dans la luxe, parce que ça a vraiment intéressé le chirurgien qui va se dire « Ah oui, là, je vais pouvoir progresser dans ma technique ». C'est assez dur de convaincre des radiologues qui vont être un peu loin du cabinet du chirurgien orthopédiste parce que il n'y a pas de cotation. Ils se disent bah oui, est-ce que je vais pas perdre de l'argent avec ça? Et ce qui est logique, et comme nous, ils doivent gagner leur vie. Et est-ce que c'est vraiment intéressant? Ils vont aussi tomber sur des chirurgiens qui ne sont pas convaincus, qui vont dire oui, il y a quelques indications où c'est intéressant, mais finalement, je me débrouille très bien au quotidien sans ça. Et puis d'ailleurs, ça me fait perdre du temps, donc je n'ai pas envie. Et donc effectivement, il y a un travail un peu difficile de convaincre, parce que tant qu'on n'a pas fait l'effort de s'y mettre, eh bien, on n'arrive pas bien à voir ces images. En fait, c'est comme si je vous dis que le violoncelle, ça ne marche pas. Bah oui, si on ne s'est pas entraîné, ça ne va pas être joli. Mais si on s'entraîne un tout petit peu, c'est sympa. Alors, j'aime bien votre comparaison musicale, j'adore la musique, mais pour en revenir à des aspects plus scientifiques, vous avez prononcé un mot fondamental, c'est le mot cotation. Et puis tout à l'heure, il était question du prix de l'outil, donc son amortissement. Donc, vous voyez où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, être convaincu pour l'avoir utilisé soi-même, et ça prend le temps que vous venez de décrire, c'est-à-dire ça risque de prendre un temps quasi infini. Donc, est-ce que, je répète ma question, est-ce que vous mettez en place les différents centres et vraisemblablement, j'espère, la société savante, où la société pied-cheville est bien identifiée, si j'ai bien compris? Est-ce que vous avez démarré un travail prospectif qui vous permettrait de convaincre avec des chiffres pour justifier dans les établissements les investissements nécessaires? Alors François, cette approche économique, je crois qu'il en parlera tout à l'heure en sa conclusion, ou tu veux en parler maintenant peut-être? C'était en fonction de ce que tu voulais, mais on en discutait effectivement tout à l'heure. En fait, il y a le 3D en charge est supérieur à la séquence 2D en charge, plus tard peut-être un 3D en décharge. C'est plus qu'à prouver. Ça, c'est pas à prouver, c'est mathématiquement vrai. Les économies, c'est un problème de santé publique aujourd'hui et de décision politique. Ça n'est plus un problème de littérature. Il y a quantité de littérature. On n'en est plus à ce stade-là. Et puis, on est en France, effectivement. On a vu une carte où il y a une dizaine d'appareils en France, mais on a commencé avec un seul appareil à Toulouse en 2016. 3 ans après, puis 9, 3 ans encore après. Et donc, c'est vraiment un problème de décision. Et comment est-ce qu'on convainc?
c'est en utilisant des tribunes comme celle-ci, celle de l'Académie, et qu'on vous remercie. Et c'est en lançant cet appel aux décideurs de nous aider, puisqu'on a déjà les preuves scientifiques. Et quelque part, cette idée d'étude prospective, elle est intéressante, mais elle ne peut pas être directement comparative, parce que ça reviendrait à irradier 2 fois des patients, alors qu'on a déjà les preuves scientifiques. Donc, c'est un petit peu difficile de répondre directement à cette question. Mais il faudrait qu'il y ait une phase de toute façon de validation par des articles 51, des expérimentations comme ça, au niveau des ARS, pour que ça se mette en place progressivement. Sans compter la discussion, on va certainement y venir, parce que Gérard Morvan est là, avec les radiologues, qui se lancera dans l'investissement. Est-ce que c'est un outil du cabinet de l'orthopédiste, comme nous, urologues, par exemple, on a dans nos cabinets des échographes, et on est bien d'accord, évidemment, avec nos amis radiologues pour les utiliser. Là, c'est un petit peu du même ordre. C'est une imagerie, donc de plus en plus, nos collègues cardiologues utilisent les échocardiots, on ne va pas revenir. Donc, qu'un clinicien utilise une imagerie spécifique dans une activité spécifique, on est bien d'accord. Se pose encore une fois la question de l'investissement, la question du remboursement, qui est surtout quand on a des coûts pareils, comme c'est des coûts entre, j'ai bien compris, entre 150 000 et 400 000 euros. Alors, ça peut être des groupements d'orthopédistes pour le moment. Il y aura un équilibre certainement économique qui se trouvera. Mais encore une fois, je pense qu'une étude médico-économique, lorsqu'on va se présenter devant les autorités de santé qui vont autoriser des remboursements, est absolument fondamentale. Alors, je vois que François Richard voulait poser dans cette idée-là, et puis après, évidemment, Albert-Claude Benamou. Il y a un micro dans la gorge. Oui, il parle fort. Oui, mais c'est pas enregistré. Oui, il y a plusieurs points. Déjà, sur le plan historique, parce que c'est intéressant de voir l'histoire qui s'est passée pour d'autres spécialités, par exemple. Ce qui a été dit est là tout à fait vrai. Quand, pour les tumeurs du rein, on est passé de l'artériographie au scanner, il est évident que, alors c'était pas toujours la même période, mais il a fallu au moins pendant 3 ans que quasiment un seul service en France fasse des scanners pour les tumeurs du rein pour réussir à convaincre les gens, parce que, y compris les radiologues, y compris les urologues et nos patrons à l'époque, disaient ça n'a aucun intérêt, avec l'artério, on voit très bien les tumeurs du rein, etc. Donc ça, il ne faut pas négliger le fait qu'il y a toujours un pan important des gens qui considèrent que ce qu'on a déjà suffit. La deuxième chose, c'est plus difficile, c'est le fait qu'actuellement en France, la manière dont, sur le plan économique, l'innovation apparaît, fait que, comme il n'y a personne pour la payer, il n'y a personne pour l'acheter, et comme il n'y a personne pour l'acheter, elle n'est pas utilisée. Et ça, c'est un gros problème, et c'est le principal obstacle à ce qui est la théorie, et que Pascal a raison d'insister dessus, qui est que l'avantage, c'est de faire des études. Je rappelle à titre historique rapidement que pendant 20 ans, les urologues se sont battus pour avoir le même prix pour la résection de prostate et l'adénomectomie voie haute. Pendant 20 ans, alors que la femme d'un des urologues était à la CNAM, c'est GEMA passé, et c'est passé le jour où Didier Lambert et moi, on est arrivés avec 2 diapos devant Warwick Game, et on lui a projeté les 2 diapos qui montraient des datas avec tout pareil, et à la sortie de la séance, ils ont dit, on vous met le même prix. Donc, il faut qu'on, d'une manière ou d'une autre, il y ait des datas. S'il n'y a pas de data, actuellement, dans la mentalité actuelle de nos politiques, ils n'accepteront pas de passer outre. Alors, comment avoir des datas ? Il faut démarrer des études, et on est en train, au niveau de l'Académie de chirurgie, beaucoup de travailler là-dessus, pour qu'on ait des accès précoces et qu'on puisse dire, et nous, au niveau au Conseil des nomenclatures, on l'a déjà fait, on donne des inscriptions provisoires. C'est-à-dire, pendant une période de 3 ans, on va dire, on est OK, l'appareil de Codebeam peut être acheté, peut être utilisé, peut être remboursé, à condition que, alors il faut que les gens l'achètent, bon, mais ça, ils savent qu'ils vont pouvoir être remboursés, et tous leurs actes seront remboursés,
Et au bout de 3 ans, enfin, ou le temps que le CNP et la société auront décidé, la société savante, à ce moment-là, au bout de ce temps-là, on fait le bilan, puisque la deuxième obligation, c'est l'obligation que les gens qui utilisent le CONBIM, en l'occurrence, fassent à ce moment-là des registres sur les critères qui ont été définis par la société savante. Et remplissent tous leurs malades, c'est-à-dire tous leurs malades soient remplis. Alors pas forcément tous les malades de toutes les indications, mais s'il y a 3 indications principalement les plus importantes, ces 3 indications. Ça, on discute entre nous après ça. Et si on fait ça, et au bout des 3 ans ou au bout des 2 ans, on monte les résultats. Si les résultats sont en effet tout à fait évidents, comme ça a été pour le scanner par rapport à l'artériographie, à ce moment-là, ça ne pose aucun problème. On passe de l'inscription transitoire à l'inscription définitive, ça prend un quart d'heure et ça ne dure pas plus longtemps. Si par contre les résultats, parce que faut pas oublier non plus qu'en médecine, enfin les plus vieux comme moi, savent qu'il y a eu tout un tas d'inventions qui étaient sur le plan intellectuel faciles à démontrer, mais qu'on n'a jamais pu prouver qu'elles étaient supérieures. Ça arrive aussi, ça. Et donc, si on voit que c'est pas supérieur et que ça apporte rien, à ce moment-là, l'inscription est supprimée et puis la technique s'arrête. Mais au moins, elle a été étudiée avec des datas de façon sérieuse par des gens et par définition, ceux qui ont été les initiateurs et qui connaissent bien l'utilisent. Et en faisant comme ça, on répond à la fois à ce que dit Pascal, qui est la nécessité de data et qui accélère les choses de façon considérable. Quand il y a des data vis-à-vis des politiques ou du ministère, ça va beaucoup plus vite, hein, ça je peux vous dire. Oui. Y compris médico-économique. Mais ça, à partir du moment où on démarre ça, et Albert Claude en dira un mot, derrière, un peu ça, l'Académie, elle est en train de monter quelque chose pour que justement les thésards et tout ça. Oui. Merci Alors, beaucoup, juste beaucoup, professeur. Je voudrais passer la parole au docteur Buet, qui est le président de l'EFAS, qui nous fait quand même l'honneur d'être en France aujourd'hui. Merci d'être venu à l'Académie nationale et nous sommes très reconnaissants de votre présence et de votre future intervention. Merci. Juste 2 petites remarques. Je pense que je peux vous montrer dans mon topo comment valider la machine. Ça veut dire qu'on a des data, on fait des études, on fait aussi des études prospectives et aussi un travail par l'EFAS que nous on fait en sein de l'EFAS parce que les machines sont un peu dispersées en Europe. On essaie justement de rassembler les gens et il y a des études qui sont en train de cours en Angleterre, ils sont en train de regarder la position de ces hémorroïdes au niveau de l'alex valgus prospectif dans le comicity scan. Le seul problème, c'est que c'est un travail qui dure long et après une année, on n'a pas assez de résultats. C'est pour ça aussi on a instauré au groupe de l'EFAS un groupe de data block qui va essayer de rassembler tous les data ensemble en bloc en chaîne, au lieu d'avoir des data, ce qu'on fait normalement pour avoir plus rapidement des études. Mais ils vont apparaître, il y a déjà des études qui sont apparues, surtout sur la prothèse cheville, il y a des études prospectives qui montrent bien que la position ou l'implantation de l'implant est favorable si on utilise un comicity scan. Mais je ne pense pas que ça peut rester dans un seul pays. Je pense qu'il faut avoir l'effort de travailler en Europe tout ensemble pour avoir la data convaincante. En sachant simplement par sécurité qu'en France, tant qu'il n'y a pas de data fait en France, le système français de la sécurité sociale et de la haute autorité de santé fait que s'il n'y a pas d'études en France, ils ne les acceptent pas. C'est complètement débile, hein, on est tout à fait d'accord. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, il faut qu'il y en ait en France. Mais elles peuvent être communes avec celles en Angleterre et être européennes. Mais il faut qu'il y ait des data français. Fred Vince, il a fait son travail, son PhD là-dessus. Il y a des data françaises. Il y a toujours quelque part un Français qui est dans les études, hein. C'est sûr, quoi. Ça ne suffit pas. Merci au président de l'EFAS. C'est important que les 27 pays soient reconnus. Donc, je passe la parole au professeur Benamou, qui est responsable de l'Observatoire pour France 2030. Des pratiques opératoires. Alors, mon intervention, je ne suis pas orthopédiste, mais je voudrais vous poser une question dans la mesure où vous utilisez une technologie. Est-ce qu'il y a des technologies comparatives
par exemple le scanner multipositionnel et peut-être même dynamique, qui pourrait peut-être donner le même type de renseignements sur des machines qui équipent un grand nombre de structures. Faut-il réinvestir dans de nouvelles machines alors que peut-être vous n'êtes pas allé au bout de ce que pourrait donner une analyse scanographique dynamique, multipositionnelle du pied ou d'articulation? Peut-être que vous aurez les mêmes résultats. Un scanner en charge, Un scanner en charge, c'est compliqué. Mais est-ce que c'est une voie de recherche? Parce que quand on est, moi je suis pas orthopédiste, hein, donc je vous pose la question. Est-ce que vous avez la réponse à ça? Oui, il y a de nombreuses publications sur des essais de mettre en charge des gens dans des scanners où les gens sont couchés, de simuler la charge. Donc ça marche pas très bien. Et surtout, ça veut dire que pour un hallux valgus, il faut des clichés pré- et post-opératoires. On va irradier 10 fois plus les gens pour pouvoir utiliser ces anciennes machines. Et sur la pratique courante, le scanner systématique pose un vrai problème d'irradiation. Et je crois que M. Morvan a travaillé justement là-dessus, sur le scanner. Ouais. Juste avant, Alors, moi j'aime bien l'attitude, j'aime bien ton attitude. L'attitude un petit peu enthousiaste, qui est progressiste et qui répond à une question pour l'instant qui n'est pas résolue. Indiscutablement, on a affaire, il y a un trou là, et on essaye de remplir ce trou. Ceci étant, ce que j'aime moins, c'est le côté un peu caricatural. Dire que la radio, c'est un jeu d'ombre, c'est vrai, mais on n'en est quand même plus là au bout d'un certain nombre d'années de pratique. Dire que le manip du lundi ne fait pas la même chose que le manip du mardi, c'est un tout petit peu caricatural aussi. On arrive quand même à voir beaucoup de choses sur de bonnes radios du pied bien faites, d'un point de vue de comparaison, etc. Donc, je crois qu'il ne faut pas être caricatural. L'irradiation du pied, je crois que tout le monde s'en fout complètement. Le pied, c'est très peu radiosensible. L'irradiation, c'est important au niveau du torse. Au niveau des membres, c'est beaucoup moins important quand au niveau du pied, en mettre un peu plus ou un peu moins. À la limite, on s'en fout complètement. Ce scanner amène quelque chose en plus qui n'est pas fait actuellement, c'est-à-dire la charge par rapport au scanner standard qui montre plein de choses également, mais ne voit pas tout un ensemble de choses. Tu as montré tout à l'heure une affection, une entorse de la syndesmose tibiofibulaire distale. C'est vrai qu'en mettant une sonde d'écho et en voyant le ligament, la partie antérieure du ligament, tu fais le diagnostic en 10 secondes. Donc ça répond à un certain nombre de choses, mais ça ne répond pas à d'autres choses qui nécessitent d'autres techniques visualisant les parties molles comme l'écho et l'IRM. Et enfin, le dernier point, c'est si on veut utiliser cet instrument au niveau des membres inférieurs en charge, il faut passer à des coûts de l'ordre de 400 K €, auxquels il faut ajouter la maintenance annuelle qui est de 10%, c'est-à-dire il y a 40 K € annuels en plus. Donc je rejoins assez l'opinion de mes collègues, c'est-à-dire qu'il faut arriver à prouver d'une manière ou d'une autre que l'acquis, le jeu en vaut la chandelle, quoi. Je voulais juste compléter sur la question. On m'a pas répondu à la question, professeur Benhamou, sur le 3D dynamique. En fait, ça devait être le sujet de ma thèse de science. En fait, on travaillait avec Je suis ravi d'avoir pensé à ça. On a travaillé avec le University College of London là-dessus, qui devait faire les algorithmes mathématiques qui permettraient d'analyser ça. En fait, on n'a pas réussi à faire ça. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas les outils pour faire le 3D en charge dynamique. Par contre, l'avenir, c'est que la dynamique s'inscrit dans l'os, qui en quelque sorte est une imprimante 3D qui va distribuer à l'intérieur de l'os les travées osseuses de façon différentielle en fonction de l'alignement et en fonction de la dynamique de la marche. Donc c'est plutôt en décodant les travées en détail qu'on va avoir des renseignements sur la dynamique du patient. Ce qui existe, c'est la fluoroscopie dynamique, c'est une face et un profil dont on peut tout tirer en alliant ça avec des marqueurs 3D, vidéo, etc., des informations sur la dynamique. Merci.
Merci beaucoup. On est suivi par de nombreux étrangers. Je leur souhaite d'ailleurs, je leur présente tous mes meilleurs voeux au nom de l'Académie nationale. Et je vais passer la parole au docteur Hudson Nakakura, qui a une question à poser. Du Brésil. Merci beaucoup. C'est un honneur être ici avec vous. C'est une question générale. Je ne suis pas orthopédiste. Bien sûr que ça dépend peut-être de l'imagerie. Moi, j'ai un fils de 5 ans, Daniel. Il a des pieds plats, asymptomatiques. Sur les pieds plats, est-ce qu'il y a des problèmes congénitaux? Y a-t-il une prédisposition aux fractures et les techniques chirurgicales sont différentes pour les pieds plats? Le traitement est-il conservateur pour les articulations du pied non fusionnées? Oui, alors, c'est vraiment un débat. Hudson, on a bien compris ta question et ta préoccupation personnelle, mais on est un petit peu hors sujet. Donc, on va te répondre très brièvement sur la question. Oui, en fonction du stade du pied plat, le traitement est plus souvent conservateur avec des orthèses plantaires. Sur les stades où les articulations sont encore souples et où les parties molles sont de bonne qualité, on peut réaxer le pied sans réaliser d'arthrodèse. Dans les stades plus sévères, le traitement repose sur les arthrodèses pour pouvoir corriger le pied. Merci beaucoup. Les pieds plats qui sont asymptomatiques, comment faites-vous les traitements conservateurs? Orthèse plantaire, des semelles. Merci. Notre secrétaire perpétuel. Oui, donc en fait, vous êtes chirurgien. Qui n'est pas orthopédiste non plus. Hein. Non, loin de là. Vous êtes vous-même chirurgien orthopédiste et vous faites de l'imagerie. Alors, ma question est la suivante. Qui achète l'appareil? Qui analyse les images? Et qui prend la responsabilité médico-légale? Alors, dans notre établissement, donc, ce sont les radiologues qui ont acheté l'appareil et qui font les images. Ils font un compte-rendu et donc ils ont par ce compte-rendu la responsabilité de l'analyse aussi. Et donc l'appareil n'est pas dans votre cabinet, ou alors en tout cas il est plutôt à proximité. Il est 3 étages plus bas, oui. D'accord. À Toulouse, chez François Lins, tu as l'appareil dans ton cabinet? En fait, non, alors en fait là, on voulait bien sûr parler de ça, mais alors là, c'est sûr, tout de suite, c'est vrai que je rejoins Gérard Morvan là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, il nous faut cet appareil, il le faut pour les patients, mais il faut bien savoir que l'imagerie, c'est les radiologues. Donc c'est eux qui doivent décider ça, et eux ont raison de dire, oui, mais attends, j'ai acheté des tables de radio, il faut que je rentabilise tout ça quand même avant de remplacer tout le parc, machin. Je comprends qu'il va falloir le faire, mais enfin, il faut nous laisser un petit peu de temps déjà, il faut prouver les choses comme on nous l'a dit. Donc, nous, c'est pareil, les radiologues ont acheté l'appareil. Après, la demande qu'on a, c'est de les décentraliser plus et de les mettre au sein des consultations, parce qu'on veut, dans l'intérêt des patients, raccourcir le circuit au maximum. Et aujourd'hui, grâce aux solutions de télédiagnostic, etc., et aux puissances des réseaux de communication, etc., on a la possibilité de le faire. Et on comprend que ce n'était pas forcément possible il y a quelques années. Et Mario a encore un autre fonctionnement qu'elle nous expliquera. En fait, aujourd'hui, tout est ouvert, tout est possible. Juste sur les preuves scientifiques, je vous réponds, professeur Richard, je citerai juste une étude, celle du professeur Cotten, qui est radiologue à Lille et qui a fait une étude prospective qui montre dans son service que les gens passent 23% de temps de moins aux urgences et qui sont irradiés de 50% de moins, enfin je ne sais plus. Donc je pense que les preuves sont suffisantes aujourd'hui, effectivement, pour lancer une étude plus grande. Juste pour répondre très rapidement, ce qu'a montré le professeur Cotten, c'est évidemment très important. Le problème, c'est qu'en France, il y a la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé a des critères de jugement sur l'efficacité. Alors, c'est nous, en tant que scientifiques, de parfois leur dire que peut-être leurs critères sont excessifs ou pas forcément adaptés, mais ils ont quand même des idées de comparatifs, alors ils sont en train de revenir sur les études randomisées, etc. Mais ils ont un certain nombre de bibles qu'ils doivent suivre. Donc, il faut
de façon astucieuse, répondre aux questions qui se posent sans forcément toujours utiliser la même Bible. Mais c'est quelque chose d'important. Les arguments purement intellectuels ou généraux ne suffisent pas pour les convaincre. C'est ça que je voulais dire. Et qui non seulement ils ne suffisent pas pour les convaincre, c'est quelque chose, mais en plus, si on revient à l'aspect médico-économique qui concernera celui qui investira, c'est-à-dire que ce soit l'orthopédiste ou le service de radiologie, ils évaluent l'intérêt d'un traitement ou d'une exploration en amélioration du service attendu ou du service rendu. Et c'est ça qui va mettre une espèce de coefficient au niveau de remboursement. Alors, c'est pas si simple que ça, mais d'où l'importance de choisir les items prouvant l'intérêt et l'amélioration. Alors, il faut que les choses soient claires. Effectivement, entre les imageurs et les orthopédistes, ça va. Alors ça par contre, il y a un progrès, parce que hier soir, on avait une réunion avec les gastro-entérologues, les radiologues et nous, HCN, pour le problème, par exemple, de l'échographie. Puisque l'échographie, maintenant, ça se fait par les spécialistes radiologistes et par les spécialistes d'organes, et où on s'est mis d'accord, les trois comités, pour que aussi bien les gastro-entérologues que les chirurgiens ou que les radiologues fassent des échographies avec des intitulés spécifiques en fonction des spécialités qui permettent justement de régler le problème. Donc de ce côté-là, entre les spécialités, c'est quelque chose qui avance et qui est très bien, parce qu'on sait que dans 5 ans ou dans 10 ans, tout un tas de techniques d'imagerie automatisées ou relativement simplifiées seront faites plus uniquement par les radiologues, parce que d'abord, ils ne pourront pas tous les faire en termes de nombre. Oui, moi je voudrais poser une question sur celui qui prescrit ces images, le chirurgien orthopédiste qui les prescrit et qui va les lire. Les radiographies, les images en 2D, on les lit sur une feuille de papier. Comment va-t-on lire ces images en 3D? Est-ce qu'il faut un matériel particulier, des ordinateurs particuliers pour pouvoir faire nous-mêmes les reconstructions? Parce que le chirurgien a besoin de voir lui-même les images et de voir exactement ce qu'il va pouvoir faire dessus. C'est exactement comme pour un scanner ou un IRM. Alors moi, j'accède directement au PACS, donc par un PC tout simple, hein, sans carte graphique particulière. Et comme quand un patient vous apporte un CD, vous avez un visionneur d'ICOM qui vous permet de refaire vos reconstructions et vos coupes. Ouais. C'est donc exactement la même chose. Un PC, oui, tout simplement. Docteur Koufina, oui, je notre président de la commission innovation. Je pense que la question, je pense qu'elle vaut pour l'ensemble des présentations, parce que c'est sur le matériel, hein, c'est sur l'intérêt du matériel. Question, je veux dire, d'abord simple, c'est est-ce que la 3D n'est pas, c'est du bon sens, totalement indispensable pour l'analyse en volume, etc. Je veux dire qu'on l'a vu dans tous les organes, on le voit partout. C'est complètement maintenant clarifié, je veux dire, ça nous permet de faire les planifications pour la chirurgie prothétique, etc., etc. Donc, est-ce que ce n'est pas un énorme anachronisme de rester simplement en 2D pour la radio standard, y compris le problème de la pertinence des soins qui est quand même assez important. Question réglementaire, je veux dire, il y a une agitation aux États-Unis sur la chirurgie du rachis et d'avoir un contrôle 3D obligatoire en péropératoire, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a du côté réglementaire et aussi du côté du bon sens sur l'utilisation de quelque chose de 3D pour faire un diagnostic en volume? Je suis complètement d'accord sur l'anachronisme. Mais au niveau économique, pour en reparler, les radiologues de mon établissement, au bout de 4 ans, sont contents de leur achat. C'est-à-dire qu'ils facturent comme une radio, avec un petit dépassement d'honoraires, donc c'est vrai que c'est aux frais de mes patients. Et avec ça, ils s'y retrouvent, ils considèrent que la machine s'équilibre. Donc finalement, le pas à franchir pour une cotation spécifique qui permettrait de généraliser l'appareil, il est sans doute pas très important, parce que c'est pas si coûteux à l'usage au quotidien. Il y a des... Et puis il y a des gains de temps au niveau manipulation. C'est-à-dire qu'on fait toutes les incidences d'un coup et il n'y a pas besoin de réinstaller le patient avec une plaque de radio chaque fois. Et donc, les gens restent dans la salle de radiologie beaucoup moins longtemps.
Merci beaucoup, docteur Baudet. J'appelle maintenant la communication suivante